Et bonjour aux autres! Alors, bienvenue dans un nouveau et très venteux vlog. Je vais peut-être faire une entrée très courte parce que j'imagine que le son va être pas très bon. Voilà, donc on est le jeudi 23 juillet et je vous prends un peu tôt parce que l'autre vlog va s'être terminé finalement également plus tôt vu que j'avais beaucoup de matière pour vous. Et je suis aujourd'hui en librairie pour la bibliothèque. Donc je fais des acquisitions. Donc je suis entourée de livres. Et j'ai déjà une lecture en cours au cœur de laquelle je me suis lancée par plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est le tout nouveau Victor Guibert que j'avais découvert avec la trilogie de Hugo Bollorène, Douve, Terra Nullius et Brouillard. Et il nous revient avec un titre un peu particulier qui s'intitule Les Diables de Beaux Anges. Et c'est une intrigue qui n'implique pas Hugo Bollorène, qui propose un regard un peu particulier, un peu déjanté, un peu saugrenu, un peu humoristique sur l'intrigue policière, en gros. On va y suivre un homme qui habite avec sa famille à Shanghai, qui travaille pour les assurances. Et qui, il me semble que c'est Dexelet, son nom, je ne me souviens plus, jamais. Et qui, dans le fond, a été envoyé là-bas parce qu'il y avait besoin d'avoir quelqu'un pour la division des assurances dans ce pays-là. Personne ne voulait y aller. C'était pas un employé modèle, mais comme c'était le seul qui avait dit oui, ben, il a décidé des assurances. Il habite là avec sa femme et sa fille, qui maintenant a 9 ans. C'est un homme un peu incolore, un peu beige, qui finalement se fait dire du jour au lendemain qu'il est mis à la porte parce qu'il est poche. C'est pas un bon employé, puis ben voilà. Et ça l'atteint vraiment plus qu'il pensait, dans le sens où il savait qu'il n'était pas comme le gros vendeur ou le top de la liste dans les employés, mais c'est la façon dont on lui dit, comme si de toute façon c'était clair qu'il méritait même pas qu'on fasse tout un cas avec ça. Ben c'est ça. Il va arriver avec cette nouvelle-là. Bon, lui, a priori, il se dit « ça devrait pas dissiper, ma femme réagira pas trop », mais elle va pas réagir comme il pense. Et ça va être un déclencheur au cœur de lui. Parce que, en fait, pour passer le fait que les gens le trouvent banal et inintéressant, pour essayer de vivre ça au mieux, il a tendance à se fasciner pour les enquêtes de true crime et à toujours imaginer un peu comment lui ferait ça pour faire un crime parfait. Et ben c'est ça, ce déclencheur-là va créer chez lui une espèce d'enchaînement d'actions un peu particulières et qui vont changer le cours de sa vie. On va le retrouver plus tard au cœur de la municipalité de Beaux-Anges, qui s'habite avec sa femme et sa fille. Et on va les rencontrer en fait par le biais d'une enquête au sujet de la disparition d'une jeune fille qui finalement va se transformer en autre chose que juste une disparition et qui va présenter des traits très communs avec un crime que le fameux homme a laissé derrière lui à Shanghai. Et là, il va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose sur sa vie à Shanghai? Et est-ce que cette personne-là essaie de passer un message? Donc, il va être mêlé à ça. Tout ça, c'est un petit peu le fond de l'intrigue. Mais sinon, c'est vraiment une structure particulière. Je ne m'attendais pas à ça parce qu'avec avec la trilogie qu'il y avait avant, ben oui, le ton était toujours un petit peu comme ça. C'est-à-dire que ça se prend pas tout à fait au sérieux. Mais en même temps, les personnages sont vraiment marquants. Puis on y croit quand même s'ils sont un petit peu rocambolesques. Mais dans celui-là, c'est vraiment souligné. C'est vraiment... il va adopter ce ton-là de façon systématique. Les personnages vont à la fois faire des remarques qui nous font rire, mais en même temps, ils ont quand même une profondeur. Il leur arrive des choses un peu denses, un peu sombres, mais en même temps, il y a une espèce de côté un petit peu absurdo-comique qui est là. Donc, à date, j'aime beaucoup ça. Je l'écoute en livre audio chez Telem. C'est narré par un narrateur dont j'oublie le nom. Il me semble que je l'ai rempli il n'y a pas longtemps pour créer les livres, mais en tout cas, c'est pas grave, je vous le mettrai. Et il fait un très bon travail. Donc, j'apprécie beaucoup ma lecture. Pourquoi j'ai dit que je l'ai commencé en plusieurs fois? C'est que j'avais commencé, puis
Ça commence de façon assez audacieuse, justement, par le moment où on est dans la tête, et selon le point de vue du fameux homme, qui me semble s'appelle Dextelet, là, je vais vérifier. Et on est au cœur de sa façon de penser, son enchaînement logique qui est potentiellement très moral et grey. Puis j'étais pas super à l'aise dans cette situation-là. Là, je me disais, ah ouais, il nous amène là. C'était bien fait, mais j'ai vraiment le goût de vivre ça. Finalement, dès qu'on arrive justement à Beaux-Anges et qu'on retrouve une structure d'enquête un peu plus, disons, traditionnelle, même si le ton est vraiment pas traditionnel, là, je me suis dit, OK, il nous amène là, c'est bon, j'embarque. Donc, ben voilà, c'est ce que je lis en ce moment. Je vais venir au courant des développements. Je sais même pas si ce bout-là va être utilisable tellement il y a du vent, mais bon, on espère. Alors, sous ce vent intense, allez, on se part ça, ce vlog-là. Et bonjour vous autres. Alors, on est le vendredi 24 juillet. Pause repas studio mobile, regardez pas le bordel en arrière. Donc, je vais vous prendre parce que j'ai terminé l'écoute du très saugrenu et très grinçant et très surprenant Les Diables de Beaux-Anges de Victor Guibert. Et je sais pas quoi vous en dire. C'est sûr que je ne peux pas vous dire beaucoup d'autres choses sur l'intrigue, mis à part le fait que plus ça va aller, puis moins on va comprendre. Puis plus ça va aller, puis plus ça va mettre à l'épreuve nos convictions, nos certitudes, notre éthique. Plus ça va aller, plus on va comprendre que cette bourgade de Beaux-Anges, c'est pas... hein? C'est ça. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Beaux-Anges. Et c'est vraiment déroutant. Le ton est un peu déroutant. Comme je vous disais, c'est pas exactement... Si vous avez aimé la trilogie, la série des Bollorènes, c'est pas exactement le même ton, mais ça reste quand même la plume qui virevolte un peu entre le sérieux puis le, disons, cynique, ironique, humoristique un peu de la situation. Ça peut fonctionner. C'est plus vrai dans celui-là parce qu'en plus, il y a même des petits clins d'œil un peu dans les noms. Là, l'inspecteur qui va être sur l'affaire finalement de la jeune femme qui est disparue un petit peu plus à Beaux-Anges. Il s'appelle Barthélemy Féroce et il y a un inspecteur qui travaille pour lui aussi qui s'appelle Omar. Évidemment, j'ai un autre nom, Omar Redouté. Et c'est pas une coïncidence. Je veux dire, on fait quand même un peu référence à ces noms-là. Donc, c'est pas juste que en regard, on a mis cela comme ça, puis c'est juste que pour moi, pour mes références, ça fait bizarre. Non, on le mentionne dans le texte que c'est un peu étrange. Qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans? Je sais pas, c'est un livre que le dernier quart m'a convaincu que j'ai vraiment apprécié mon expérience de lecture. C'est pas un coup de cœur. C'est dur à aimer un peu ce livre-là parce qu'il faut accepter de lâcher prise, il faut accepter de pas tout comprendre, il faut accepter de se faire bousculer, il faut accepter de naviguer dans le très moral et grey, quoique. Il y a beaucoup de stratégies narratives intéressantes dont je peux pas vous parler parce que ça fait partie de ce qui est intéressant. Le personnage de l'adjointe, dans le fond, de Barthélemy Féroce, qui est Bérénice,
super personnage féminin, je trouve. Vraiment déterminée, qui s'en laisse pas imposer, qui est pourtant pas non plus sans faille. Elle a des failles, mais disons qu'elle lâche pas le morceau. Elle veut vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il y a des questions qui restent jusqu'à la toute fin sans réponse, puis elle est juste comme... Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise de laisser ça comme ça. À chaque fois que on peut avoir l'impression qu'on comprend finalement l'enchaînement des choses ou l'impact de chacun des éléments sur les autres, il va y avoir une remise en perspective forcée, on va dire ça comme ça, qui va faire en sorte qu'on va comprendre un peu les choses autrement. Donc, un gros travail, je pense, sur l'intrigue en tant que telle, les caractéristiques des personnages, leur espèce de bagage pour qu'ils ne soient pas trop caricaturaux. En même temps, ils sont quand même assez archétypaux, mais ils ne sont pas nécessairement caricaturaux. Il y a eu quand même une certaine longueur. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas... C'est quand même un peu nouveau, on dirait, comme genre, ben, comme façon d'écrire pour Victor Guibert. Pour moi, c'est pas... Je me souviens pas d'avoir eu cette impression de lecture-là quand je lisais les Hugo Bollorène. Comme je vous dis, sa plume demeure là, mais c'est pas le même feeling. Donc, ça reste que quand c'est quelque chose de nouveau, des fois, j'imagine que peut-être qu'il manquait un petit peu de rodage. Parce qu'à un moment donné, il perd vraiment le lecteur, volontairement, évidemment, vers après au moins la moitié. Pendant un gros quart, il nous perd, mais c'est long. C'est long quand on comprend pas, puis qu'il nous perd, puis qu'il commence à donner plein de détails pour qu'on soit, j'imagine, pris dans certains engrenages ou attiré vers certaines pistes. Donc, je comprends pourquoi c'est là. Mais c'est comme si, en fait, la durée de ce moment-là était un petit peu trop longue. Donc, ça, c'est peut-être un peu mon bémol pour ça. Sinon, après, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant comme prémisse. Je trouve ça intéressant comme... tous les éléments qui construisent le récit, je les trouve vraiment intéressants. Certaines stratégies narratives aussi. Puis, ben, en quelque part, sans trop donner de détails, mais en quelque part, c'est pas étranger à la série des Bollorène. Mais j'ai pas trop fouillé, mais c'est pas étranger. Donc, intéressant, saugrenu, un peu inclassable à mon avis. Si vous n'aimez pas ça quand c'est totalement lisse, quand ça respecte trop tous les codes de prévisibilité, allez-y. À la limite, je pense que vous pourriez découvrir Victor Guibert avec celui-là. Cela dit, c'est pas nécessairement comme ça qu'il propose pour ses autres séries. Il est un petit peu plus, il n'est pas lisse, mais c'est un petit peu plus, disons, harmonieux. Celui-là, c'est vraiment un récit cacophonique. Puis en même temps, il y a quelque chose de jouissif dans cette espèce de chaos-là. C'est vraiment le chaos total. Puis il y a quand même un pari aussi intéressant qui fait que dans le premier, peut-être 5e, on est quand même dans la tête de quelqu'un qui va potentiellement commettre un crime. Donc, je sais que ça arrive quand même dans plusieurs romans policiers, mais pour que vraiment on consacre un gros pan du livre à ça, c'est pas toujours si courant. Surtout comment la suite des choses va se passer puis comment ça va avoir un impact. Parce on demeure dans le... Ça me donnait un peu un feeling, c'est pas un cozy mystery, mais il y a quelque chose de ça. C'est les policiers qui mènent l'enquête, puis c'est pas sérieux, mais il y a quelque chose d'un peu... Je sais pas comment le dire, comédie policière peut-être un peu. En même temps, c'est pas drôle, haha, mais il y a un peu quelque chose de ça. Puis, par la bande, à chaque fois qu'on pense que ça demeure comme qu'on va être dans le léger, clang, ça s'en va nous décomposer les certitudes, ça s'en va nous secouer la morale. Donc, quand même intéressant. Je pense que, tu sais, c'est vraiment, vous le voyez dans mon visage, j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais tu sais, je pourrais pas dire, André, j'ai de la misère à me demander, j'ai de la misère à me dire, c'est pas un coup de cœur. En même temps, c'est comme trop étrange pour que ce soit un coup de cœur, mais en même temps, c'est intéressant, pourquoi pas. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue de savoir si ça va être un one-shot, comment ça va s'inscrire peut-être dans la suite des choses. Est-ce que c'est parce que finalement Victor Guibert veut arrêter d'écrire? Je le sais pas. Tout est possible, disons, avec ce livre-là. Comme je vous dis, c'est indépendant de la série Bollorène, mais pas totalement. On va dire ça comme ça, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les Bollorène pour lire ça. Ça n'a pas rapport, on est vraiment ailleurs complètement.
Donc voilà pour ma lecture terminée. Je me suis donné l'opportunité de peut-être écouter un autre roman ado, court toujours, donc chez Nathan. Encore une fois, c'est une question de disparition, je pense, encore une fois, de la meilleure amie de quelqu'un. Mais là, comme je viens de finir le Victor Guibard, je ne l'ai pas enchaîné tout de suite. Mais bon, il y aurait ça potentiellement au menu pour la suite du vlog. Mais voilà. Donc, je vous tiendrai au courant. Je poursuis ma petite pause repas, puis ben, je vous reviens quand je peux. Bonjour vous autres. Alors, on est le samedi 25 juillet. Post-boulot. Fin de semaine. Celebration. Alors, je suis à la maison et je profite des premières minutes de ma fin de semaine avec délectation. Et en plus, j'ai reçu des trucs. Donc, je me suis un petit peu lancée dans les dépenses cette semaine parce que à l'endroit où j'achète absolument mes livres, qui sont dans un endroit de liquidation, en fait, de livres, ils ont liquidé beaucoup de livres qui sont produits par Pan Macmillan, donc la collection Macmillan Collectors Library, que vous me voyez souvent acheter pour certains auteurs. Puis, c'est des collections que j'aime beaucoup, qui sont des livres un peu à l'ancienne, bien faits, réalistes pour lire en vrai, pas juste pour avoir dans les rayonnages. Et c'est absolument très cher, ces livres-là. Puis là, ben, dans le fond, j'imagine que c'est parce qu'ils font des nouvelles éditions de cette collection-là, mais c'est vraiment en liquidation, genre pas cher. Fait que je me suis un peu lancée là-dedans. Fait que là, c'est un premier colis. J'en ai un autre techniquement qui est censé arriver avec d'autres de cette collection-là. Puis peut-être un troisième. Parce que quand ça passe, écoutez, ça équivaut à peu près au 5e du prix. Donc, comme c'est des formats de livres pour des classiques que j'aime avoir, ben, j'ai varié un peu les auteurs. Et j'ai reçu, mais là, je vous le montre tardivement parce que ça fait déjà, je pense, quelques jours, semaines que j'ai reçu mon fameux chapitre 8 du Brambleton. Bon, je vais y arriver. Brambleton Maid Club. Et on va l'ouvrir ensemble. Cette fameuse série que je n'ai toujours pas entamée. Mais oui, je suis comme ça. On dirait que je suis juste comme, je suis contente, je les ouvre, puis là, je me dis, je vais les lire tout d'un coup. Et là, 8, ça pourrait être pas mal, parce que si j'ai bien calculé, je pense qu'on est censé savoir 26. Donc, je serais pas mal au tiers, donc j'aimerais ça. On va voir si je vais le faire. Donc, voici le fameux extrait du journal qui devient journal de la petite communauté de ce roman, pas épistolaire, mais ce roman feuilleton-là. Oh non, j'ai déchiré. Et j'ai un peu vu qu'est-ce qu'il y avait, mais comme toujours, de Daily Bramble, avec les nouvelles de ce qui se passe. On a aussi le fameux chapitre numéro 8. On a cette fois-ci, je crois que c'est un autocollant. On a deux choses. Un autocollant qui, je crois, est un seau ou une sphère. C'est écrit CNC. J'imagine que quand je vais te rendre au chapitre 8, je vais comprendre pourquoi. On a une autre carte exclusive du Brambleton Museum. Et c'est Lady Talloway's Dress. Je ne sais pas si je vais arriver à bien vous la montrer, mais je vais essayer. Donc, c'est avec des petits effets comme ça. On a, encore une fois, une petite scénette liée au chapitre. Et enfin, un personnage qui est Lady Talloway, qui, ma foi, n'a pas l'air très sympathique. Et voilà. Donc, on voit du Brambleton Maid Club. Et sinon, allons-y avec un petit unboxing. Préparez vos oreilles. On devrait avoir la paix parce que mon chat est en train de manger une petite gâterie que je lui ai donnée. Et ben, je pense qu'on va être correct pour le temps que j'ouvre ça. C'est parti! Je ne prendrai pas de chance, je vais vider la boîte pour au cas où. Regardez pas! Hop! Hop! Regardez pas, là! Je vais y arriver. Je sais pas comment ils font pour faire leur boîte, mais je pense qu'ils sont pas si doués, ça. Donc, la fameuse collection, sont un peu maganés, mais j'ai pris un coffret qui s'appelle Children's Classic Collection. Je sais pas si on va voir. Comme ça.
Et ça inclut The Secret Garden, Anne of Green Gables, Alice's Adventures in Wonderland et Best Fairy Tales de Hans-Christian Andersen. Ça se peut que là-dedans, j'ai des doublons, je suis pas trop certaine, puis sans doute avec le prochain en bas aussi, mais bon, c'est la vie. Celui-là, il est vraiment magané, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris un Wilkie Collins magané. Et c'est de Moonstone. Puis, elle est plus connue pour la Dame en blanc de White Lady, je pense, c'est ça son nom? The Woman in White, j'étais proche. Et le Moonstone, dans le fond, puis Wilkie Collins, j'ai dit elle, mais c'est un gars. William Wilkie Collins. Mais je pensais que c'était une fille, toi. Ben non, Marie-Soleil. Donc, alors voilà, c'est ça. Ça fait partie des deux titres pour lesquels il est plus connu. Donc, The Woman in White et The Moonstone. Puis on est encore dans du gothique, je pense. One of the very first detective stories ever written. Donc, une des premières enquêtes de détective qui a été écrite. Et ça a été publié en 1868. Donc, voilà. Et sinon, je me suis fait plaisir avec, j'ai dit que j'ai pas été chanceuse cette fois-ci, avec 2 livres d'Oliver Jeffer que j'ai déjà lus, mais que je suis bien contente d'avoir dans ma bibliothèque. Il y a le fameux I'm Very Busy, qui est l'histoire de... dans le fond, c'est l'histoire de Bridget. C'est sa fête. Puis elle se dit, ce serait le fun si je peux passer du temps avec mes amis. Fait que là, elle va aller à chacun de ses amis. Puis à chaque fois qu'elle va aller voir ses amis, ben, Royal va avoir un endroit où il est censé aller. Rodney, il est censé voir un monsieur au sujet d'un chien. Regis, il est censé laver ses cheveux. Pearl, elle a une grande liste de choses qu'il est censé effectuer. Il faut absolument qu'elle effectue le plus rapidement possible. Tous ses amis sont trop occupés. Et puis, qu'est-ce qui va se passer avec Bridget? Est-ce qu'elle va passer son anniversaire seule? Donc, Oliver Jeffer, comme d'habitude. J'adore ses dessins. Puis ça, j'aime ça quand c'est ses propres histoires et illustrées par lui, parce que des fois, il fait juste des illustrations aussi, Oliver Jeffer. Donc, I'm Very Busy. Donc, ça serait... peut-être que je vais mettre pareil dans mes albums à relire dans le temps des fêtes. Et sinon, j'ai pris... Celui-là, c'est cute. C'est Imaginary Fred. Et ça, c'est un cas justement où Oliver Jeffers est un illustrateur. C'est écrit par Ian Colfer, qui était connu pour sa série. Je vous le mettrai. C'est du fantasy jeunesse. Et Imaginary Fred, c'est un ami imaginaire, comme on peut le voir. Celui-là, on est vraiment dans une bichromie. Super intéressant. Alors voilà pour le petit arrivage du jour, qui va sans doute être suivi de plusieurs autres. Et je suis en train de lire un nouveau livre. Et finalement, je me suis laissée porter par... J'ai écouté une vidéo de la bibliothèque de Laurie. Puis elle parlait de... C'est une vidéo thématique. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Elle a fait une espèce de petit tag, un peu un genre de trend qu'elle a créé elle-même, qui était qu'est-ce que j'offrirais à, mettons, mon père, ma mère, telle personne qui aime ça, non. Donc, un principe de recommandation. Et je crois qu'elle parlait à un moment donné d'une autrice qu'elle recommanderait, et elle a parlé évidemment de Dolores Redondo. C'est elle qui me l'a fait plus particulièrement découvrir. Et moi, j'ai terminé la trilogie Bastan, je vous en avais parlé, j'ai terminé il n'y a pas si longtemps. Et elle a mis de l'avant en disant que le livre dont je vais vous parler et que je suis en train de lire, c'est un des livres qu'elle recommanderait systématiquement pour une lecture de cette autrice-là. Et ça s'appelle La face nord du cœur. C'est paru relativement récemment, mais en fait, c'est un préquel. Donc, ça se situe chronologiquement avant la trilogie des Bastans. Et on va retrouver la fameuse inspectrice Amaya Salazar, qui, on le savait dès le premier tome de la trilogie, revenait en fait des États-Unis où elle avait fait un stage au FBI. On n'en savait pas trop au début de la trilogie sur qu'est-ce qui s'était exactement passé, à part qu'elle a gardé certains liens avec des agents chevronnés avec qui elle avait travaillé là-bas. Puis ça va éventuellement avoir un impact un peu plus majeur, autant sur sa vie professionnelle que personnelle. Et bien là, dans le fond, c'est qu'on va la retrouver pendant ce fameux stage-là. Et ce stage-là va se passer dans la saison où il y a beaucoup d'ouragans et de catastrophes naturelles aux États-Unis, mais entre autres pendant qu'il y aura l'ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans. Et dans le fond, l'inspectrice
et il va être là en formation et va éventuellement être invité à se joindre de façon temporaire à une équipe du FBI qui est là puis qui enquête sur des morts qui, a priori, semblent liées aux catastrophes naturelles, mais qu'on finit par découvrir une espèce de pattern dans les victimes. Donc, on fait l'enquête à partir des victimes pour essayer de trouver s'il n'y a pas justement un pattern. Et on réalise que potentiellement, on a affaire à un tueur en série. Donc, super intéressant. Beaucoup plus dans la tête, disons, que les autres, la série, en fait, de la trilogie des Bastants, parce que ça se passe pas nécessairement en Italie, à l'endroit où il y a l'espèce de petit village avec tous ses secrets, où Amaya Salazar est le plus proche de sa famille qui est liée à un passé vraiment pas évident pour elle. Dans celui-ci, dans le fond, elle est aux États-Unis, elle est en mode professionnel, puis on est vraiment dans tout ce qui est, on est vraiment dans quelque chose de, elle est avec une équipe de profilers, donc elle était vraiment dans quelque chose d'analytique. Et on va quand même rencontrer Amaya Salazar qui est la Amaya intuitive et extrêmement intelligente qu'on voit à travers les prochaines enquêtes dans la trilogie des Bastants. Mais on commence déjà à avoir des flashbacks sur son passé. Donc, qui est vraiment pas évident. Fait que, autant vous le dire. Donc, j'étais pas sûre. J'hésitais à le lire celui-là, parce que je me disais, c'est un préquel. Ça parle justement du passé d'Amaya Salazar. Puis je me disais, ça fait référence à sa jeunesse. Puis c'est pas une jeunesse, c'est quelque chose qui, pour Amaya Salazar, a été traumatique. Puis c'est littéralement traumatique. Donc, pas juste qu'elle a perçu quelque chose, puis ça a créé un traumatisme chez elle. Ça a été vraiment traumatique. Et je me disais, je sais pas, je suis capable de recevoir ça. Mais en même temps, c'est en parallèle avec son apprentissage auprès de la brigade du FBI. Donc, à date, j'aime vraiment beaucoup ça. Mais comme je vous dis, je retrouve pas exactement l'espèce de côté plus intuitif, émotionnel du restant de la série. On est vraiment dans une Amaya Salazar en contrôle de sa tête et de ce qui se passe dedans. On est moins dans sa vie personnelle aussi, mais j'imagine que ça va se passer parce que c'est un livre qui est super long. Ça fait 20 heures de livre audio, puis ça fait, je pense, 600 pages en livre papier. Moi, je l'emprunte en numérique. Mais bon, on verra. Donc, ça va être sans doute ma lecture au long cours cette semaine, à moins que je me mette à soudainement lire énormément pendant la fin de semaine, mais je pense pas que je vais le finir aussi rapidement. Donc, voilà. C'est ça ma lecture en cours. Alors, sur ce, vous avez peut-être vu passer une petite oreille là, qui se passe, parce que je suis à la table, donc les gars, faites-vous-en pas, là, c'est toujours le même félin qui est là. Mais sur ce, je vous dis à tout de suite pour lorsque j'aurai de nouvelles aventures à vous partager. Aventures livresques ou autres. Allez, à la prochaine. Alors, on est le dimanche 26 juillet, sous une chaleur accablante, je dirais. Mais là, dans la maison, ça va, mais juste parce que je vous aime, j'ai arrêté la clim parce que c'est un peu moins bruyant, mais disons que ça va être rapide. De toute façon, c'est un petit peu quelque chose qui n'est pas vraiment livresque, mais bon, ce matin, on est parti encore une fois sur le fly, comme on dit, pour aller manger des petits croissants. Puis là, on est allé se promener, puis on a magasiné plein de trucs. Puis là, j'ai acheté juste des trucs qui n'ont aucun rapport, mais j'avais envie de vous montrer ça quand même. Donc, tout d'abord, mon copain m'a acheté, vu qu'il a vu que ça fait à peu près 2 ans, 1 an que je suis stickée sur le matcha à la maison. Puis, je suis pas vraiment équipée. Donc, il m'a acheté un fameux kit de matcha. Donc, j'ai, je sais pas si on voit, genre, j'ai le petit fouet, le support à fouet, le bol et l'espèce de petite cuillère. Donc, ça donnerait potentiellement ceci. Je l'ai pas ouvert encore, mais moi, vous avez une idée. Donc, j'essaie de faire des petits tests de ça. Cet après-midi, ça tombe bien parce que j'ai chaud. Ensuite, je me suis acheté une nouvelle casquette de jogging. Mais bon, ça, c'est pas comme si c'était vraiment intéressant pour vous. Mais voilà, avec le... Hein, c'est très saillant. Ensuite, on avait oublié nos sacs. Puis, il fallait que j'achète un sac réutilisable parce qu'on les avait oubliés. Puis là, tant qu'à acheter un sac réutilisable, j'ai vu ça. Puis, il était juste comme 2 $ de plus qu'un vrai sac réutilisable. Et là, tu sais... Donc, The Reader, enfin, pseudo-carte tarot. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment ample, avec des bretelles super larges. Puis il est comme en mou, ce qui fait qu'il contient vraiment beaucoup, c'est en coton.
Donc, c'est sûr que ça va peut-être déteindre à la longue, mais c'est 100% coton. Donc, ça, j'aime beaucoup ça. Il y a comme vraiment une bonne ampleur. Je ne sais pas si vous le voyez, puisque c'est juste noir, là, mais on voit rien pendant tout. Il y a une bonne amplitude, en fait, pas une ampleur, mais une bonne amplitude sur le côté. Donc, ça ici. Et enfin, je me suis dit, je suis tombée sur ça, puis c'était juste drôle. Tout le monde fait les fameuses ouvertures de boîtes mystères, puis moi, en fait, ces figurines-là, je les trouve toujours un peu pas à mon goût. Puis là, c'est pas que je fais partie de cette team-là, mais j'ai vu ça passer, puis c'était vraiment pas cher, puis là, je me suis dit, les figurines qu'il y a à l'intérieur, je les trouvais toutes mignonnes, fait que je me suis dit, au pire, c'est pas grave. Donc, voici une ouverture de boîte mystère de Hello Kitty and Friends. Donc, a priori, je pourrais avoir ces figurines-là, plus 2 mystères. Donc, c'est parti. On va ouvrir ça ensemble. C'est très drôle parce que ça, c'est complètement de la consommation, mais c'est pas grave. Je me suis dit, je vais en acheter une. Puis, c'est ça. On va voir pour la suite si j'arrive à l'ouvrir, même si j'ai pas d'ongles. Fait que je sais pas si vous savez, si vous avez déjà un guess de ce que ça peut être. J'admets que le petit chat ici, chocolat, là. Puis les grenouilles à côté me tentent bien, mais les autres me plaisent aussi. Donc, on va voir. C'est emballé. Oh, je me sens vraiment comme une petite influenceuse en carton. Alors, qu'est-ce que c'est, selon vous? Ça a pas l'air d'être un lapin. C'est un lapin. Il est quand même mignon. Regardez, c'est cute. Il est sympathique. Il est très sympathique, je trouve. Et voilà, c'était le petit... Bon, on voit pas pantoute. Voilà. Il est trop mignon. Bon, ça y est. Là, je vais vouloir avoir les autres. Parce que, en fait, c'est ça, c'est que je pense... Je sais pas s'il était déjà... Non. Alors, son nom, c'est My Melody. Et en fait, j'aurais pas voulu avoir les figurines rares parce qu'elles sont pas très belles. Donc, j'espère que je vais jamais les pogner. De toute façon, c'est rare, mais... Vous voyez, on voit pas. On voit pas. Voilà. Là, j'ai dit, si je vais les pogner, et ça, c'est parce qu'on dirait que j'envisage d'en acheter d'autres, hein. Mais bon, non, c'est correct. Ça, je vais les garder. J'ai des petites nièces et neveux. Il n'y a pas de petits morceaux qui se détachent, donc ils pourront jouer avec si jamais. Mais il est très mignon. Il est mignon. Je n'ai aucune idée de ce que je peux faire avec, à part l'asseoir sur mon bureau comme ça, puis qu'il me regarde avec un air un peu étrange. Mais j'aurais voulu avoir le chat, je pense. Le petit chocolat, là. Ouais. Voilà. Alors, c'était l'ouverture surprise. Sinon, je continue ma lecture de Dolores Redondo. Puis je me rends compte que dans les derniers... Je ne sais pas si c'est ici que j'ai parlé de ça ou à mes collègues au travail, mais j'arrêtais pas de dire que Dolores Redondo était italienne, mais elle était espagnole. Donc, ça n'a aucun rapport. Donc, mes excuses si j'ai été un peu géographiquement incorrecte. D'ailleurs, je pense à l'Espagne en ce moment. Il y a des grands feux. C'est affreux. Mais je continue à être portée par la plume de l'autrice. Et c'est fort intéressant. Je sens que ça va être... Je comprends pourquoi ça dure 20 heures, ce livre-là, en livre audio. On sent qu'on va se rendre... Mais ce qui est un peu particulier, c'est que là, je suis rendue pas très loin. Je dois être pas vraiment... Si je suis rendue au quart, c'est beau. Donc, a priori, il reste vraiment beaucoup d'heures d'écoute ou de pages à lire. Puis, on dirait qu'on est déjà comme sur une piste parce qu'on a comme trouvé, en fait... Ben, pas trouvé, mais ils ont comme un petit peu fait un espèce d'entonnoir pour viser un peu peut-être un profil de quelqu'un qui pourrait être en lien avec ce qui est sous-tendu comme potentiel problématique, c'est-à-dire potentiellement un tueur en série en lien avec les catastrophes naturelles. Mais ça me semble tôt dans l'intrigue. Fait que soit que c'est vraiment ça, mais que la grande partie de l'intrigue, ça va être de mettre la main dessus, ou ça va être ça. Puis là, plus ça va avancer, parce que comme on connaît un peu de Dolores Redondo dans le récent de la trilogie des Bastants, plus ça va aller, puis plus il va y avoir des liens. Des liens avec tout le monde impliqué dans l'enquête. Habituellement, c'est pas mal ça qui arrive. Fait que là, je me dis que ça se peut quand même. Parce que on prend quand même le temps de nous présenter le passé d'Amaya Salazar qu'on a quand même pas mal évoqué dans la trilogie complète. Donc là, c'est un préquel, mais on a comme un petit peu qu'est-ce qui se passe avant un événement particulier qui est mentionné dans la trilogie, puis tout ce qui est autour aussi, donc on étoffe un peu plus. Mais on fait aussi référence visiblement à l'enfance de un des agents du FBI, l'agent Dupree. Dupree. C'est comme Dupré, mais c'est D-U-P-R-E-E. C'est l'agent Dupree, comme ils disent en traduction française. Donc, puis il vient de la Louisiane, puis là, ils sont avec Katrina, puis là, c'est encore rapport avec
l'ancien ouragan qui est déjà passé en Nouvelle-Orléans, qui s'appelait Betty, puis bref, est-ce que finalement tout ça va avoir un lien? J'imagine que oui, mais je vous confirmerai pas ou je vous infirmerai pas, mais à ce stade-ci, c'est ce que je me pose comme question, comme toute bonne personne qui est habituée à lire un roman policier qui est au long cours, puis que là, on arrive avec des pistes en tant que telles qui semblent pointer vers, pas une résolution, mais comme, quand même, sous peu, mais là, ça se peut pas. Fait que, voilà. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui potentiellement sont mes réflexions, mais ensuite, vous ne saurez pas qu'est-ce qui se passe. Je veux vraiment toujours le manipuler. C'est sûr que je vais vouloir en avoir d'autres. Quelle horreur. Je comprends pourquoi c'est vraiment, ça rend dépendant. Mais là, voilà. Donc, lecture en cours. Excusez du terme en chaud, mon cerveau n'arrive pas à suivre mon idée. Donc, voilà. Ce que je vais faire là, c'est que j'ai des tâches à faire. Donc, comme il fait super chaud, je vais me prendre un breuvage froid. Je vais laver mon petit kit à matcha pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut que je nettoie le fouet ou je le fasse tremper ou je sais pas quoi pour qu'il soit prêt à utiliser. Puis, je vais faire un peu de tâches ménagères en écoutant un livre audio. Puis, je vous reviendrai peut-être aujourd'hui ou demain, on verra. Alors, à tout de suite! Hey, bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 27 juillet et je suis partie de la maison à 11h, puis il est 4h15. Puis je suis encore sur la route parce que j'allais faire plein de petites commissions, puis entre autres des préparatifs parce que il va y avoir de la petite marmaille chez nous potentiellement bientôt, puis il me manquait des petits trucs. Puis en allant me promener, je suis tombée sur évidemment des livres à bas prix, donc j'ai pas pu résister. Et vous allez être surpris parce que moi-même, je suis surprise. J'ai décidé de me laisser aller à découvrir une autrice dont j'entends beaucoup parler, vers laquelle je me serais absolument pas tournée, avec potentiellement les quatrièmes de couverture, mais surtout les couvertures, ce que ça évoque pour moi. Donc, j'avais l'impression que c'était vraiment pour moi. Parce que c'est de la romance, mais c'est de la romance avec une certaine profondeur et si j'ai bien compris, une écriture vraiment intéressante. Donc, je vais lire mon premier, Abby Jiménez. Donc, voilà. J'en ai entendu parler chez plusieurs personnes, entre autres A Book and a Cup. Je vais en oublier, c'est sûr. Récemment, Muffin and Books, il me semble, chez Piketty Bookin. Et c'est pas des gens qui ont nécessairement le même profil de lecture, ou en tout cas, ils lisent potentiellement du fantasy puis de la romance, mais c'est pas nécessairement... C'est la plupart du temps des personnes qui aiment pas tant ça quand c'est trop gnangnan dans la romance. Donc, ça me tentait. Alors, voilà, je vais donc potentiellement lire Say You Remember Me. Donc, avouez quand même. En tout cas, ça, moi, personnellement, cette couverture ici, c'est non. Donc, voilà. C'est non avec un grand N majuscule. En français, ça a été traduit, il me semble que c'est chez Roncière. Puis c'est Ne m'oublie jamais, quelque chose comme ça. C'est l'histoire de Xavier et Samantha. Donc, il me semble que c'est
un Xavier qui est un vétérinaire qui va rencontrer Samantha dans des circonstances un peu particulières parce que elle va avoir, si j'ai bien compris, puis si je me souviens d'un résumé récent, elle va avoir sauvé un chaton, mais qui a des gros problèmes de santé. Puis c'est vers Xavier qu'elle va se tourner parce que c'est le vétérinaire qui va être là. Et il va lui dire, écoute, c'est vraiment sérieux les problèmes qu'a le chaton. Je pense que ce serait peut-être mieux, malheureusement, pour lui que on abrège ses souffrances. Puis elle est comme, non, je veux pas, je vais trouver des sous pour le faire opérer, puis faire qu'est-ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Fait qu'elle fait comme une espèce de GoFundMe. Et éventuellement, en raison du fait qu'ils vont se rencontrer, en raison des soins pour le chat, ils vont finir par se lier d'amitié. De ce qu'on comprend, c'est que les deux ont eu des histoires un peu particulières. Et elle, entre autres, Samantha, ben en fond, ça va finir par devenir une relation potentielle. Mais Samantha doit repartir rapidement sur la côte ouest, je pense, des États-Unis, parce qu'il faut qu'elle aille retrouver sa famille, parce que sa mère a une maladie, si j'ai bien compris, qui est peut-être dégénérescence, style démence sénile ou en tout cas perte cognitive. Puis elle a décidé qu'elle allait aller là-bas pour aider sa famille puis sa mère pour essayer de rester avec elle, mais en même temps, elle a vraiment un lien super important avec Xavier. Donc, a priori, ça peut, parce qu'il y a quand même des réalités différentes, donc un peu proche aidance, puis Xavier a une autre réalité aussi, je me souviens plus c'est quoi. Donc, Samantha a dit comme juste, ben garde, c'était super le fun, mais genre, il faut qu'on mette un point final à ça parce que ça ne sera pas réaliste. Je vais être dans l'ouest du pays, puis toi, tu vas être ici, puis bon. Puis, ben, finalement, ils n'arriveront pas à mettre un point final, puis ça va être un principe de relation à distance. Donc, a priori, je trouve ça quand même intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Écoutez, je suis allée à reculons puis je l'ai pris parce qu'il était vraiment en solde. Je pensais l'écouter en livre audio, mais avec la façon dont les gens parlent de Abby Jiménez, les différentes personnes que j'ai écoutées qui sont pas nécessairement il y a des gens qui seraient attirés par cette plume-là, mais d'autres pas nécessairement. J'étais quand même curieuse, puis là, il était là, fait que je l'ai pris, puis bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est ça. Et sinon, ben, je me suis laissée quand même avoir avec une autre petite boîte. Oh là là! Hein? Bon, je n'étais pas censée, mais c'est ça. C'est une journée de même. Je me suis même pris une petite réserve là, pour me récompenser cette semaine si jamais j'essaie de trouver quelque chose pour ouvrir ça. Donc, on me récompenser cette semaine si jamais j'ai une semaine moins évidente. Ce qui est ces temps-ci un peu la norme. Donc, je me suis dit que j'aurais peut-être d'autres possibilités. Alors, voilà. Je vais essayer d'ouvrir ça avec mon absence d'ongles et l'absence de latitude qui nous donne pour ouvrir ça. Une bonne clé, là. Hein? Ça fait la job. Donc, là, pour rappel, je suis pas sûre que vous vous en souciez, mais pour rappel, dans mon dernier déballage, j'ai eu My Melody. Donc, le petit lapin rose ici, là, qui est là, là. Hop. Et là, ce que je disais, c'est que j'aurais aimé ça avoir... Ah, j'ai peut-être pas pris les mêmes. Hein? Ah, j'ai peut-être pas pris les mêmes. Je voulais avoir un... J'ai pas pris les mêmes. J'ai-tu pris les mêmes? Ah, j'ai pas ouvert la bonne. Ah non, mais je vais pas ouvrir celle-là. Je vais en ouvrir une autre avec vous. Oh, il y en a une que j'ai prise, c'est d'autres figurines encore. C'est pas grave. On est heureux quand même. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y en a, je pense, qui reviennent visiblement, parce que mon petit lapin rose était là. Oui, ma Mélodie est là. Mais là, c'est celui-là où il y avait un petit chat qui s'appelait Chocolat, qui est mauve, puis il a l'air vraiment sympathique. Puis là, c'est comme lui que je veux. Mais je vais sans doute pas avoir lui. Mais bon, OK, on repart. Parce que la boîte est vraiment pareille, mais... Donc, j'avais le petit ici. Lui ou lui, je me souviens plus. Puis, c'est lui que j'aimerais avoir. Alors, on y va. On va y aller ensemble. Hein? En vraie influenceuse ASMR. OK, qu'est-ce que j'ai? J'espère que c'est pas encore un lapin. Je pense pas que c'est le chat. C'était correct, ça trouve cute, celle-là aussi. J'ai eu la grenouille. Trop mignon. Je pense qu'il y en a deux grenouilles. J'ai eu Keropi. Ah, il y en a deux qui s'appellent Keropi, mais j'ai eu la pâle. Puis l'autre que j'ai eu, moi, c'était My Melody. Puis je me souviens pas si j'ai eu le... Ouais, je pense que j'ai eu le mauve. Bon, ben c'est bon, j'en ai pas eu deux pareils, donc on est content. Alors voilà, c'était ma petite folie du jour.
Et sinon, je suis complètement emportée et à la limite terrorisée par ce que j'écoute, qui est le de Laurence Redondo. Seigneur, que c'est intense, cette affaire-là. C'est vraiment intense. Je vais vous en parler plus à la fin, puis à mon avis, ça va peut-être avoir juste 2 lectures dans ce blog-ci parce que je suis déjà rendue assez avancée le temps. Puis, ben, c'est un long livre. Mais c'est intéressant parce que on est vraiment au cœur de ce que potentiellement Katrina a pu créer comme malheur pour les gens, comme opportunité pour ceux qui ont besoin d'opportunités pour faire le mal, comme aussi questionnement un peu social, parce qu'on sait que Katrina, ça avait quand même mis de l'avant des décisions peut-être un peu discutables qui avaient été prises par rapport à protéger certaines populations, puis d'autres moins, mais surtout une espèce d'enquête au cœur oui, avec la voix du FBI, puis là, je peux vous dire que on plonge vraiment Amaya Salazar dans justement ce qu'elle a de souvenir de son passé qui est intimement lié à des croyances troublantes qu'elle a vécues elle, quand elle était en Espagne. Et ben là, c'est mélangé à des croyances troublantes qui sont typiques de la Nouvelle-Orléans où est-ce qu'ils sont. Donc, on est dans le sombre. Il faut accepter un peu d'inexplicable, comme à chaque fois aussi avec Dolores Redondo. Donc, c'est troublant. Il y a quand même des descriptions un peu graphiques des fois, donc quand même. C'est pas doux, mais en même temps, lors de grosses catastrophes comme ça, on voit souvent le côté humanitaire héros, mais il y a aussi des choses vraiment terribles qui se passent en arrière-plan, puis dont on parle malheureusement pas souvent. Donc, oui, des vols, mais aussi des abus et des choses comme ça. Donc, voilà. Alors, je vérifie parce que j'attends l'arrivée de quelqu'un qui est censé venir m'aider. Et ben voilà. Donc, écoutez, je suis là-dedans. Je vous en reparle dès que j'ai terminé. Puis, ben, on s'en va quand je peux. Hey, bonjour vous autres. Alors, on est le mercredi 29 juillet et je vous prends pause repas, télétravail. Petite mine, mais on n'en reparlera pas. Cet été, c'est une été de petite mine, je pense. Je vous parle parce que j'ai terminé l'écoute de... finalement, ça s'est quand même passé assez rapidement, ça m'a surpris, mais l'écoute de La face nord du cœur de Dolores Redondo. Et c'était une note parfaite. Donc vraiment, c'est rare que ça va m'arriver de percevoir de cette façon-là des préquels, parce que dans le fond, ce livre-là se situe un peu avant, finalement, le début de la trilogie des Bastants. Et on dirait que c'est tout ce qu'il nous fallait. Je ne sais pas si ce préquel-là était déjà prévu quand l'autrice a rédigé la trilogie des Bastants, ou si finalement elle décide de le faire a posteriori, mais ça nous donne une base vraiment précieuse pour mieux comprendre le restant de la trilogie, sans qu'on ait l'impression que ça a été écrit a posteriori alors que c'est le cas, sans qu'on ait l'impression qu'on essaie de placer bien les pièces en place pour que la suite des choses se déroule bien. C'est vraiment juste de l'information pertinente par rapport aux personnages qu'on va revoir par la suite, potentiellement, certains des personnages. Une façon super habile, puis super, tout en finesse, en fin de compte, de mettre en place le début, mettre en place le début, mettre en place la dynamique qui va habiter, en tout cas, le lecteur par le biais de ce que va vivre Amaya Salazar dans la trilogie des Bastants. C'est-à-dire cette espèce de plongeon-là dans ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une femme qui a vécu une enfance vraiment particulière, voire dévastatrice, qui va avoir évidemment forgé sa personnalité puis la façon dont elle va percevoir les choses, mais qui va réellement avoir eu un impact potentiellement sur sa perception des choses. Donc, c'est vraiment une femme qui est très intuitive, finalement. Une femme qui est en proie, parce qu'elle ne contrôle pas totalement la situation, dans le fond, à des accès de lucidité, mais par le biais de flashs, de rêves, de cauchemars, de petits moments de réminiscence comme ça qui se passent. Puis évidemment que c'est pas présenté comme nécessairement un principe de divination, même si techniquement ça tente, puis dans les Bastants, c'est quand même des croyances un peu des gens qui voient un peu les choses arriver et tout ça, mais c'est pas vraiment présenté comme ça, c'est présenté plus comme un peu
un mélange de qu'est-ce qu'elle a eu comme bagage génétique potentiel, le milieu dans lequel elle a grandi, qui était quand même riche en légendes, en croyances et tout ça, mais aussi qu'est-ce qui, finalement, l'a marqué / traumatisé, voire déterminé quand elle était jeune, puis comment son corps a réagi à ça. C'est vraiment intéressant, c'est super troublant. C'est sûr que faut accepter de sortir un peu du cartésien en même temps, c'est vraiment crédible. Puis, en quelque part, Amaya Salazar, elle a une certaine résonance pour moi avec le Adamsberg de Fred Vargas, de, disons, la deuxième moitié là, de ses romans, où vraiment la part de, je dirais, d'ombre un peu dans lui ressort, puis sa part d'éclat de lucidité va ressortir, mais c'est aussi sa façon à lui d'évoluer dans le milieu de la police, de résoudre des enquêtes en se fiant sur des signes, des gut feelings, des espèces de trucs qui disent il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je perçois qu'il y a quelque chose qui devrait avoir une importance pour moi, puis tout ça. Je trouve ça intéressant parce que, évidemment, que ça va déterminer aussi toute la dynamique qu'il va y avoir autour de ce type d'inspecteur-là, dans ce cas-ci, Adamsberg et ensuite Amaya Salazar, parce que évoluer avec un être comme ça, comme inspecteur, c'est pas évident parce qu'il faut faire confiance au fait que la personne a l'air complètement convaincue de savoir où elle s'en va, alors qu'il n'y a pas nécessairement de preuves. Pour Amaya Salazar, dans ce tome-là, ce préquel-là, on met vraiment l'accent sur son passé de profiler, donc de personne qui fait des profils psychologiques de criminels. Et on comprend un peu la genèse. Après, plus ça va évoluer dans la trilogie des Bastants, puis plus on est vraiment dans l'enquête pure et dure, puis dans le mélange complètement à la limite machiavélique, finalement, de ces enquêtes versus qu'est-ce qui a rapport avec elle, vu qu'a priori, elle est revenue quand même à Pampelune, mais quand même revenue, et pas restée, dans le fond, aux États-Unis. Et donc, ça devient une espèce de maelstrom, puis de mélange entre justement son intuition qu'elle peut utiliser en tant qu'enquêtrice, mais aussi ce qui va faire en sorte que ça va, en quelque part, faire en sorte qu'il y a des liens qui vont être potentiellement révélés à travers tout ça, puis qui ont un lien vraiment direct avec elle, puis ce qu'elle a vécu. Donc, je trouve ça comme essentiel. Puis c'est rare que je vais dire ça, mais je vous dirais de lire le préquel avant de lire la trilogie des Bassans, si c'est possible pour vous. Moi, j'ai lu la trilogie, bien entendu, avant, puis ensuite le préquel, mais je pense que, parce que quand j'ai terminé le préquel, tout ce que j'ai eu envie de faire, c'est de relire la trilogie des Bastants à la lumière de un petit peu plus d'informations que j'avais là-dedans qui me permettaient de mieux comprendre certaines allusions qui avaient été faites dans la trilogie des Bastants. Donc, comme je dis, c'est sûr que ça a été écrit à posteriori, puis peut-être, comme je dis, que ça n'avait même pas été prévu comme écriture, mais c'est tellement bien fait que c'est absolument savoureux et précieux pour la lectrice que je suis. Puis, dans le fond, la fan finie de la plume de Dolores Redondo. Donc, écoutez, on est quand même, comme je vous disais, dans un terrain plus ça va, puis plus on s'en va dans un terrain qui est entre l'irréel et le réel, entre l'impossible et le probable. Ça commence vraiment dans quelque chose de plus cartésien, puis plus ça va, puis plus on commence à avoir ce mélange-là qui va éventuellement devenir de plus en plus tangible, dans le fond, dans la suite de la trilogie. Donc ça nous est offert à travers la plume de Dolores Redondo. Mais ce qui est vraiment intéressant puis marquant, c'est le fait qu'elle a mis ça pendant l'ouragan Katrina, puis que ça a rapport, là, c'est pas juste pour pouvoir parler de ce moment-là. Le fait qu'elle a mis ça au centre, puis tout ce que ça fait ressortir au niveau social, ça fait mal au cœur. Les parties qui sont les plus rudes dans ce préquel-là, c'est même pas les parties où on décrit potentiellement certains crimes qu'on va suivre au fur et à mesure, dans le fond, puis que Amaya Salazar va poursuivre avec l'équipe du FBI pour essayer de voir est-ce qu'il peut avoir un lien qui peut être fait entre ces divers crimes-là, qu'est-ce qui peut être déduit de tout ça, mais oui, c'est dur, parce que ce sont des crimes qui impliquent en plus des familles, donc c'est pas évident, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'elle va décrire qui est les conditions des gens qui vont avoir été enfermés
dans le post-Katrina, parce qu'il n'y a potentiellement pas eu d'actions rapides qui se sont passées, parce que ça a mis des humains dans des situations complètement inadmissibles, et évidemment qui se passe à travers le monde aussi, mais dans un pays, disons, civilisé et avec des moyens assez élevés comme les États-Unis, c'est d'autant plus inacceptable qu'il n'y ait pas rien qui se soit passé. De ce que j'ai compris, c'est que vraiment, il y a des faits, ça a été tiré de faits historiques, fait que j'imagine que la recherche a été faite en phase avec ça. Après ça, bien sûr que c'est romancé, là, c'est pas que les personnages qui sont rencontrés sont réels, mais de ce que je comprends, c'est que c'est là aussi pour témoigner d'une réalité qui était là, puis ça met hors de soi. Puis c'est super important. Fait que genre, c'est vraiment un roman comme... C'est à la fois un roman policier puis un roman social, un roman socio-historique. Fait que vous avez ça coche des cases. Pour moi, c'est sûr. C'est hyper bien écrit. Les personnages sont... Il y en a qu'on aime détester. Il y en a qui sont vraiment comme attachants à leur manière. Les boucles sont pas toutes bouclées. Ça nous laisse sur un moment où on fait comme « Oh mon Dieu, moi j'ai lu la suite. » Fait que... Puis même là, on dirait que je sais comme pas tout, mais c'est que c'est bien fait. Genre vraiment. Fait que quand je dis, je t'ai pas dit coup de cœur, mais oui, en quelque part, coup de cœur, mais coup de cœur pour ce tome-là, coup de cœur pour le fait que l'autrice a décidé de faire ce tome-là, ou en tout cas de le faire paraître s'il avait déjà été écrit, pour la façon dont ça a été fait avec brio. Puis juste cette tétralogie, il faut absolument que vous lisiez ça, c'est indispensable. Donc, je pense que ça va être la fin de ce vlog-ci parce que le vlog est quand même assez long parce qu'il y a eu bien des ouvertures de boîtes de livres. Fait que j'espère que ça vous a plu, ce vlog à deux lectures, que ça vous a pas trop, vous n'êtes pas trop senti, je sais pas, lésé par le manque de recension, mais c'est quand même une grosse lecture pour moi, La Fascinante du cœur, puis je suis tellement contente de l'avoir lu, puis d'avoir pris le temps de le lire en même temps. Ça m'a pris 4 jours, mais pour moi, que ça prenne 4 jours pour un livre audio, c'est quand même pas mal. Fait que, mais c'est quand même 20 heures. Fait que j'ai quand même vraiment dévoré ça. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me manifester en commentaire. Dites-moi donc si vous avez déjà lu du Dolores Redondo. Puis sinon, ben, ce que ça vous tenterait d'en lire potentiellement. Puis ben, c'est ça. J'espère que de votre côté, on va toujours revenir à la météo, mais que la météo vous garde dans un endroit le plus sécuritaire possible parce que c'est vraiment pas évident pour beaucoup de personnes. Puis ben, j'espère que malgré tout, vous arrivez à avoir un petit peu de lecture sous le coude ou dans le cœur. Donc ben voilà, on se dit à la prochaine!